votre procès verbal doit respecter certaines consignes de la rédaction. Consignes de la rédaction du procès verbal, nous sommes à l'article 127 de votre ordonnance loi. Article 127, il dispose: le procès verbal est établi d'un seul tenant, sans blanc ni interligne. Un seul tenant, sans blanc ni interligne. Les ratires et renvois sont numérotés et approuvés par l'officier de police judiciaire et les comparants. Si ce dernier ne peut ou ne sait écrire, mention en est faite au procès verbal. Le procès verbal est rédigé d'un seul tenant. Le seul tenant dont parle la loi, c'est quoi? Vous avez le travail, vous avez un dossier, vous devez auditionner par exemple 10 personnes. Et pour chaque 10 personnes, c'est un procès verbal que vous établissez le soir. Mais tous les 10 procès verbaux constituent un bloc. Donc, il n'existe pas plusieurs procès verbaux pour ces dossiers. On considère tous ces procès verbaux comme étant un tout. Nous sommes ensemble. Sans interligne. L'interligne. L'interligne, c'est l'espace qui se trouve entre deux lignes. Il y a une phrase au-dessus, il y a une autre phrase en dessous. Quand vous écrivez votre procès verbal, ne laissez pas de l'espace de manière que quelqu'un d'autre puisse insérer autre chose à l'intérieur. Hein? Parce que votre procès verbal, on ne sait jamais. Quelqu'un mal intentionné peut tomber sur ça, il insère autre chose. Alors, vous devez rédiger de manière à ce que l'espace ne permette pas qu'on puisse insérer encore autre chose. L'interligne. Sans blanc. Les blancs, c'est quoi? Les blancs dont parlent les législateurs. Vous voyez, par exemple, ce procès verbal, l'OPJ a terminé ici, n'est-ce pas? Au même moment qu'il termine, il appose sa signature. Mais il ne faut pas qu'il y ait encore un espace blanc que vous laissez. Quand vous laissez un grand espace, ça risque encore de profiter à un mal intentionné pour insérer autre chose. Donc, votre interligne, les lignes, donc l'espace qui est entre les deux lignes doit être amoindri de manière qu'on ne puisse pas encore insérer autre chose. Et aussi, il ne faut pas laisser des blancs de manière à ce qu'on insère encore autre chose. Les autres font quoi? S'il y a un grand espace, prenez soin de barrer. Prenez soin de barrer cet espace-là. Comme ça, quelqu'un d'autre ne peut pas encore ajouter autre chose. Donc, si vous laissez avec un grand espace, on peut voler votre procès verbal, on peut insérer, ajouter d'autres mentions, on peut, et cette fois-là, ça risque d'entacher de nullité un procès verbal qui a été établi en bonne et due forme. Nous sommes ensemble? Sans rature. Sans rature. Oh, on n'est pas ordinateur, hein? C'est peut-être à l'ordinateur, quand vous vouliez écrire tel mot, vous vous rendez compte que ce mot n'est pas à sa place, vous pouvez le supprimer, remplacer. Mais si c'était aussi sur le papier, vous avez déjà écrit. Mais ça vous arrive en esprit que non, ce mot n'est pas à sa place, il faut faire. Qu'est-ce faire? Sans rature, ni surcharge. Or, les ratures et surcharges sont inévitables. Mais si vous tombez à ratirer, il y a une formule que les législateur vous donne. Il faut approuver cela. Vous trouverez toujours, si vous avez ratiré, vous avez surchargé, vous devez apposer la signature en marge et les comparants doivent aussi apposer sa signature pour approuver ça. Hein? Vous avez déjà établi, bon, ici il y avait surcharge, ici il y avait rature, mais tellement qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, que faire? On doit approuver. J'appose ma signature pour dire non, c'est moi qui ai surchargé. Et les comparants aussi disent non, cette rature ici n'a de rien de grief que ça va me causer, c'était une erreur. Il approuve aussi cette surcharge-là. Et comme ça, votre procès verbal sera régulier. Je voulais revenir un tout petit peu
Parce que nous avons dit le procès verbal doit être établi en double exemplaire. Ça, les collègues en avaient déjà parlé. Doit être établi en double exemplaire. Il y a un exemplaire administratif et un exemplaire qui est judiciaire. Mais les circonstances peuvent en faire en sorte que, au moment que vous établissez le procès verbal, vous n'avez pas la possibilité de le faire en double exemplaire. Or, il y a une condition selon laquelle le procès verbal doit être établi au même moment. Que faire? La loi vous donne la possibilité. Comme à l'impossible, nul n'est tenu, c'est comme ça que nous disons droit, à l'impossible, nul n'est tenu, faites-les en un seul exemplaire. Quand vous serez là, vous avez la possibilité de faire les doubles exemplaires, faites les doubles exemplaires. Est-ce que le comparant sera là pour signer? Cette fois-là, le comparant sera encore avec vous pour apposer sa signature? Il ne sera pas avec vous. Vous ne signez pas comme OPJ. Et reprenez les contenus du procès verbal original. À la fin, vous mettez OPJ, comparant, mais n'apposez pas la signature. Écrivez maintenant la mention certifié conforme. Hein? N'apposez pas la signature comme OPJ. Quand vous apposez la signature comme OPJ, maintenant le comparant n'est pas là pour apposer aussi sa signature. Si vous laissez cette copie sa signature du comparant, cette copie n'aura pas de valeur probante. Et reprenez tous les contenus du procès verbal. Mettez là où les comparants pouvaient signer, vous mettez comparant, laissez invite. Là où vous devriez signer en tant que OPJ, laissez aussi invite. Maintenant, prenez en bas là, vous mettez la mention certifié conforme. C'est à ce moment-là que vous pouvez faire quoi? Que vous pouvez signer. Je ne sais pas, ça passe ou ça casse? Non, si ça ne passe pas, dites seulement que ça ne passe pas. Hein, parce que notre souci est que quand nous aurons terminé cette séance, que chacun de nous soit en mesure de rédiger correctement un procès verbal. C'est ce que nous visons, n'est-ce pas? Rédiger correctement. Nous sommes en train d'exploiter les consignes. Sans ratir ni surcharge. Hein? Il peut y avoir toujours des ratires et surcharges. On a donné la formule. De la même manière, vous pouvez terminer le procès verbal. Parce que la loi vous oblige. Une fois que vous finissez à établir le procès verbal, donnez au comparant pour qu'il lise. Avant qu'il appose la signature, il doit d'abord lire quoi? Les contenus. Il lit le contenu. S'il se rend compte que vous avez été fidèle, à ce moment-là, il fait quoi? Il appose la signature. Et vous, sur le procès verbal, la dernière phrase, vous mettrez lecture faite, les comparants persistent et signent avec nous. Il persiste dans ses déclarations. Il dit qu'il n'y a rien à changer et signe avec nous. À ce moment-là, il y a encore les serments, parce que si votre procès verbal, vous devez chaque fois reprendre les serments, je jure que ce procès verbal est sincère. Je jure que ce procès verbal est sincère. Vous apposez la signature. Mais une autre hypothèse, vous donnez au comparant pour lecture, il lit, il dit non, la première question, je n'avais pas donné cette réponse. Ici, à la deuxième question, je m'étais trompé, je ne pouvais pas dire ça, voici ce qu'il fallait dire. Est-ce qu'il faut-il prendre l'encre pour supprimer ce que vous avez écrit pour insérer ce qu'il vient maintenant vous dire? Non. En bas toujours, vous mettez lecture faite. Les comparants apportent les rectifications suivantes. Vous mettez maintenant ce qu'il vous dit. Lecture faite, les comparants rectifient ces déclarations et apportent les précisions suivantes. Il vous donne maintenant ce qu'il fait. C'est son droit. Hein? Vous ne pouvez pas dire non. À cette question-là, c'est toi-même qui avais donné cette réponse. Pourquoi tu veux changer? C'est son droit de changer. Peut-être quand vous avez posé la question, il avait reconnu le fait.
Mais il se rebuffe, il dit non, 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 non. C'est la réponse que je venais de donner là, ça va m'amener justement vers la condamnation. Et il veut maintenant changer. Oui, c'est son droit. Mais mettez maintenant sur le procès verbal que non, lecture faite, les comparants rectifient ces déclarations et donnent les précisions suivantes. Mettez maintenant. Oui, il a dit, il a dit, il a dit. OK. Je jure que le procès verbal est sincère. Au PJ, vous signez à droite. Ah. On va, parce que le temps fait défaut, il y a des choses qu'il fallait peut-être parler à la fin, mais dès que ça arrive en esprit, ça sort, ce n'est pas mal. Si le procès verbal, nous avons dit, vous allez signer 2 fois en tant qu'OPJ. Au coin droit, au début, vous avez déjà signé. À la fin du procès verbal, vous devez encore faire quoi? Vous devez encore apposer la signature. Et en apposant la signature, c'est une obligation pour vous, verbalisateurs, de signer toujours à droite. C'est les comparants qui signent à gauche. C'est les comparants qui signent à gauche. À moins que, si ce jour-là, vous êtes verbalisé, ce n'est pas vous qui êtes verbalisateur, et cette fois-là, vous allez signer. La structure et technique de rédaction d'un procès verbal. Structure et technique de rédaction d'un procès verbal. Oui, là, je préfère utiliser les tableaux pour y aller au même moment. Au lieu de donner... Oui, madame l'inspecteur. Sentez-vous à l'aise, donnez votre préoccupation, on est là. Oui. Le travailleur avait refusé d'apposer sa signature sur le PV parce que selon lui, n'a pas refusé ce dont il avait envie d'entendre de l'employeur. Et il a refusé d'apposer sa signature sur le PV. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ce sont ces déclarations à lui qui l'approuvent dans le PV des confrontations. Ce ne sont pas les déclarations de l'autre partie-là. Mais il refuse. Dans ce cas-là, on peut faire comment? Vous avez très bien dit. Quand vous posez vous apposez la signature, vous certifiez vos propres déclarations. Or, chacun était libre de donner les déclarations selon qu'il veut, selon qu'il entend. S'il refuse d'apposer la signature, les collègues en avaient encore parlé hier, la mention refus de signer suffit amplement. Ne laissez pas un vide. Quand vous laissez un vide, ça signifie qu'il y a irrégularité. Ne laissez pas un vide. Écrivez seulement refus de signer. Parce que le refus de signer vos signatures. Hein? En droit, c'est comme ça. Vous refusez de signer, ça vaut aussi signature. Oui. Je vous pose la question, vous refusez de me donner la réponse, ça vaut la réponse. C'est ça. En verbalisant, l'inculpé n'est pas obligé de vous répondre à toutes vos questions. Il n'est pas obligé. Le silence, c'est son droit. Oui. Le silence, c'est son droit. Et aussi, il peut répondre à une question par un silence. Vous mettez seulement sur votre procès verbal, réponse, silence. Quand vous avez mis silence, on sait que non, voilà. Soit il avait la réponse, il n'a pas voulu donner la réponse, ou il a préféré le silence comme étant la bonne réponse. Nous sommes ensemble. Oui. Oui. Mais je voudrais ajouter un point par rapport au silence ici. En droit pénal, il ne dit pas mon, c'est un principe. Mais en droit du travail, il faut bien retenir. C'est l'exception en droit du travail. Ce n'est pas que seulement lorsque on a le silence, on non. Parce qu'on est en face de son patron. Il a peur de parler pour être. Il faut toujours distinguer. Dans d'autres matières qui ne disent pas mon consent. Mais en droit du travail, il faut toujours être vigilant. Est-ce qu'il t'avait giflé? Son patron là, il t'avait giflé. Mais il avait giflé, non? Est-ce que le simple fait de garder silence pour réponse? Alors, merci. Merci, chers collègues, pour toutes ces précisions. C'est pourquoi nous sommes en collégialité. Merci. OK. Nous sommes en train de parler de la structure technique
de votre procès verbal. La rubrique qui suit, fils ou fille de. Si c'est un homme, identifiez son père. Fils de qui? Il donne le nom de son père. Son père est encore en vie ou il est déjà décédé? Si c'est une femme, c'est fille de. Il donne le nom de son père et de. Il donne aussi le nom de sa mère. Originaire de quel village? Il donne, je suis de tel village. Il donne les groupements. Il donne les secteurs ou la chefferie. Il donne les territoires. Il donne la province. Nous sommes en train d'identifier les comparants, n'est-ce pas? Il donne la province. Et après ça, vous renseignez aussi sa profession. Quelle est votre profession? Il peut vous dire, je suis un agent de l'État. Agent de l'État, quel est le numéro, votre numéro matricule? Comme il est agent de l'État, il vous donne le numéro matricule. Ou encore, il n'a pas de numéro matricule, il vous dit, je suis encore un LI. Vous vous renseignez un LI. Ou encore, il peut vous dire, non, je suis chômeur. Quand vous dites, il est chômeur, n'écrivez pas chômeur non plus. Profession, il n'a pas de profession. Ah. Il n'y a pas une profession chômeur. OK. Renseignez s'il a les numéros, quoi, les téléphones. S'il a les téléphones, prenez aussi son numéro téléphonique. L'adresse domiciliaire, il réside où? S'il réside au village, il donne le nom de son village, là où il habite. S'il est par exemple dans une ville, il doit vous préciser, je suis dans tel quartier, je suis dans telle commune, je suis telle rue, je suis donc au numéro tel. Et puis, vous prenez aussi les numéros de sa pièce d'identité s'il en a. Pièce d'identité. Chez nous en RDC, jusqu'à présent, nous n'avons que la carte d'électeur comme pièce d'identité. Hein? Oui. Oui, il y a aussi les passeports. La personne peut avoir la carte d'électeur ou s'il n'a pas de carte d'électeur, il vous donne les passeports, vous prenez les numéros. Ah. Dès que vous arrivez à ce stade-là, vous avez fini l'identification de la personne. Et la phase qui suit maintenant, c'est demander à la personne la langue de son choix. Il veut comparaître en quelle langue? Il comparait en français, oui. Lequel comparer en français, langue de son choix. Très bien. Comparer en lingala, tradition faite par nous en français, comme suit. Comparer en swahili, interprété par tel monsieur, de la manière que voici. Nous sommes ensemble? Ça, c'est la page, la première page qui constitue même la forme du procès verbal. Ça, non, ça c'est pour nous, ministère public. Oui, oui, ça c'est pour nous. Mais l'identification de la personne, les éléments restent les mêmes. Les éléments restent les mêmes. Maintenant, après avoir identifié la personne, la phase qui suit, c'est l'interrogatoire. L'audition maintenant de la personne. Parce que nous avons dit, on va parler procès verbal d'audition. Par exemple, s'il s'agit du plaignant, il s'agit du renseignant, ou il s'agit de l'inculpé. Par après, on va aussi parler des procès verbal de constat d'une infraction. Lorsque vous auditionnez les plaignants, voici les questions qui doivent paraître dans votre procès verbal. Qui? Quoi? Quand? Où? Comment? Voilà. Ce sont là les questions qui vont vous guider en tant qu'OPJ lorsque vous prenez les déclarations d'un plaignant. Qui? Quoi? Quand? Où? Comment? Les qui, c'est pour identifier l'auteur de l'infraction. D'habitude, les OPJ préfèrent commencer par la question: quel est le mobile de votre présence dans notre office? C'est la personne qui vient vous saisir, n'est-ce pas?
Quel est le mobile de votre présence dans notre office? Je viens me plaindre contre telle personne. Voilà, on a répondu à la question qui? On a déjà identifié l'auteur. Qu'est-ce qu'il a? Vous lui reprochez de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Quand vous vous plaignez contre lui, c'est censé qu'il a fait quelque chose. Il doit maintenant vous dire qu'est-ce qu'il lui reproche de quoi? C'est la question quoi? Les faits qu'il a commis, qui les préjudicient. Ces faits se sont commis où? Parce que vous devez circonscrire l'endroit de commission des faits pour déterminer votre compétence territoriale. C'est où? Quand? Ah, pourquoi les quand? La date de commission des faits. Parce que nous, en tant que ministère public, vous, en tant que bras et oreilles de l'officier du ministère public, il existe un délai. Tel que ce délai étant déjà écoulé, on ne peut plus poursuivre la prescription de l'action publique. La prescription. Si les faits sont déjà prescrits, on ne peut plus poursuivre. Non. Le code pénal lui-même a déjà prescrit les délais. C'est la formule 1.3.10. Hein, la formule 1.3.10. Il y a des faits qui se prescrivent à une année. Donc, passé une année, on ne peut plus poursuivre. Notamment, toutes les infractions punissables de la peine d'amende se prescrivent à une année. Si le fait est commis il y a plus d'une année, on vient vous poursuivre, vous saisir aujourd'hui, là, vous allez constater que les faits sont déjà prescrits. Les faits sont déjà prescrits. C'est au moment que vous allez poser la question quand, à quel moment ces faits s'étaient passés. Nous sommes ensemble? Comment procès verbal d'audition, c'est-à-dire vous appelez par exemple la plainte, vous auditionnez l'inculpé, ou encore vous prenez les renseignements. Et on va aussi faire, donc on va encore analyser un deuxième type, là où vous constatez les infractions. Bien sûr, il y a plusieurs types, mais vu le temps, on ne va pas tout prendre. OK. Vous avez votre papier. C'est ça les papiers, n'est-ce pas? Au coin gauche, vous renseignez votre service. Vous êtes de quel service? Inspection générale du travail. Donc vous allez prendre les républiques. République démocratique du Congo, ministère de l'emploi, travail. Vous êtes encore dans les prévoyances sociales? Emploi, travail. Inspection provinciale du Haut-Ouélé, à Isiro. Là, vous avez renseigné au coin droit, n'est-ce pas? Et au coin gauche. Maintenant, au coin droit, vous commencez par transmis à monsieur. Parce que nous avons dit, vous en tant qu'OPJ, vous êtes bras et oreilles de l'officier du ministère public. Tous les actes que vous posez au nom et pour le compte de l'officier du ministère public. OK. Merci. Transmis à messieurs les procureurs de la République. Transmis à messieurs les procureurs de la République. Vous donnez même la date de transmission. Aujourd'hui, nous sommes les 12, hein? Le 12 novembre 2025. Nous sommes toujours au coin droit, là où nous devons nous présenter nous aussi. Après, en bas, mettez maintenant officier de police judiciaire à compétence restreinte tel. C'est vous là, n'est-ce pas? Par exemple, Jean Kalala. Vous mettez ça, votre nom, votre poste-nom. Renseignez aussi votre numéro d'habilitation. Votre numéro d'habilitation. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore de numéro d'habilitation. Mais demain, chacun en aura.
Juste après votre serment, chacun aura déjà un numéro d'habilitation. Vous renseignez votre numéro d'habilitation et vous faites quoi? Vous apposez votre signature. Nous sommes ensemble. Ça, c'est au niveau de l'entête. À gauche, vous renseignez votre service. À droite, transmis à qui? À monsieur le procureur de la République, la date de transmission, qui est l'OPJ, qui a verbalisé, c'est monsieur tel, tel, et puis vous faites quoi? Vous apposez votre signature.